tout ça peut comprimer l'œsophage, ou bien au niveau du conduit pharyngo-œsophagien, ou bien carrément un dysfonctionnement neuromusculaire pharyngo-œsophagien. Donc le symptôme, il pose un problème surtout de diagnostic étiologique, et la hantise pour un gastro-entérologue, il a toujours peur de passer à côté d'un cancer. C'est ça qui pose problème pour nous, hein. Donc, ce n'est pas les troubles fonctionnels. On a toujours peur de tomber sur un cancer déjà et surtout passer à côté d'un cancer. Donc, devant toute dysphagie, il faut préciser le caractère de cette dysphagie. Donc, le caractère, c'est quoi? Est-ce que c'est carrément le patient, on peut arriver jusqu'à une allergie parce que il y a une obstruction qui laisse rien passer à travers cet œsophage. Donc, apprécier les caractères, tout ça, vous allez l'obtenir grâce à un interrogatoire soigneux. Par la suite, quand la dysphagie elle est haute, donc il va carrément vous préciser à l'endroit là où il a ce jeune déglutir. Donc, vous allez par la suite chercher les signes associés digestifs ou extradigestifs, comme signes association digestive. C'est que suite chronique et progressivement, il y a une dysphagie qui s'est installée. Comme signe extradigestif, vous allez chercher tout ce qui est problème au niveau de la sphère orale. Par la suite, vous faites un examen physique complet. Quand je dis complet, c'est en gastro, ça commence par examiner la bouche et se termine par un toucher rectal. On doit faire tout ça, tout ça doit être fait. Pourquoi? Parce que ça va vous orienter à demander certaines explorations radiologiques ou endoscopiques. Et surtout, le but, c'est proposer des explorations qui peuvent faire le dépistage d'un éventuel cancer de l'œsophage. Donc, le cours a été fait du cancer de l'œsophage. Donc, maintenant, vous connaissez au moins les éléments qui peuvent vous orienter vers cette pathologie, surtout sur le plan clinique. L'interrogatoire, surtout l'âge, parce que vous connaissez, vous savez très bien que plus on avance dans l'âge, plus on suspecte une pathologie néoplasique, surtout devant une dysphagie. L'intoxication alcoolo-tabagique, antécédent digestif, vous allez chercher après l'antécédent digestif ou extradigestif, quel que soit ce type d'antécédent, parce que vous allez établir une observation. Antécédents médicaux, chirurgicaux, tout ça, vous devez le noter et le chercher. Comment on reconnaît une dysphagie? Vraiment, diagnostic positif d'une dysphagie est facile. C'est carrément une difficulté franche à la déglutition qui se manifeste par soit un arrêt complet ou bien incomplet d'un bol alimentaire. Le diagnostic il devient difficile quand la dysphagie elle est discrète, quand elle est noyée dans un tableau fonctionnel riche en signes respiratoires, cardiovasculaires ou bien ORL. Et le diagnostic, vous avez un diagnostic différentiel, c'est l'association de boules pharyngées, un pyrosis isolé ou bien carrément une anorexie. Le patient n'a pas d'appétit, contrairement à quelqu'un qui a une aphagie ou bien une dysphagie, le patient peut manger, mais il n'arrive pas à faire passer ce bol alimentaire. C'est quoi les caractères sémiologiques de cette dysphagie? Donc, vous devez commencer toujours par chercher la date d'apparition. Vous savez combien de jours, de semaines, de mois. Donc, vous voyez, est-ce que le début était brutal ou progressif? Donc, la dysphagie peut commencer par les solides, par la suite les semi-solides et par la suite, donc, rien ne passe, ni liquide ni solide. Le degré de la dysphagie discret, net ou bien votre patient il est en aphagie.
Maintenant, les circonstances d'apparition, vous les cherchez à travers l'anamnèse, donc traumatisme thoracique, investigation instrumentale, donc quelqu'un qui a subi une intervention, une endoscopie. Déjà, après une endoscopie, on a toujours une sensation de dysphagie. C'est comme si on a une angine qui est passagère, donc au bout de 3 jours, elle va disparaître. Vous allez aussi, grâce à votre interrogatoire, à l'ingestion de produits caustiques. Quelqu'un qui a avalé un corps étranger, une histoire de reflux. Donc, vous savez bien que le reflux peut se compliquer d'œsophagite peptique selon la classification de Los Angeles. Ça peut évoluer vers une sténose partielle ou totale de l'œsophage, où on sera amené à faire des dilatations. Il y a aussi certaines situations où le choc psychoaffectif et le stress, le patient peut avoir cette sensation de dysphagie. Si vous explorez, tout est normal. Non surprise de certains médicaments, il y a des permanganate de potassium qui peuvent faire des dégâts, donc il y a des accidents où le patient prend un comprimé, donc il peut être à l'origine de perforations, où il s'accroche au niveau de la muqueuse œsophagienne. Et aliments solides actuels, donc aliments solides, donc vous allez chercher le type de cette dysphagie. Le mode évolutif, en opposant classiquement, permanent, donc évoluer on suspecte une dysphagie mécanique, donc ça se fait progressivement et la dysphagie là, elle est suspectée, l'origine organique est suspectée. Cette dysphagie, elle peut être intermittente, donc paroxystique, donc, et là, on pense à une dysphagie fonctionnelle. Les signes accompagnateurs, c'est vous avez les douleurs à la déglutition, odénophagie. Donc, vous pouvez avoir un pyrosis, régurgitation, vomissement, irritation, nausée, hypersaloré. Comme signe respiratoire aussi extra-digestif, on peut avoir une toux nocturne, toux à la déglutition, donc en présence d'une fistule oso-aérienne. Donc, quand on a ce problème de toux à la déglutition, le patient, quand il avale, donc il y a une petite quantité qui passe dans les voies aériennes, donc le réflexe fait que le patient va commencer à tousser. Les signes oropharyngés, la dysphonie. La dysphonie, pourquoi? Parce que peut-être bien qu'il y a un cancer avec envahissement de nerfs récurrents. Et l'altération de l'état général, quelqu'un qui ne mange pas automatiquement, sur quelques jours, il va perdre du poids, donc sans anorexie. Donc on est sûr qu'il n'y a pas carrément de manque d'appétit, il y a une perte de poids qui est liée à cette aphagie ou bien à cette dysphagie. Votre examen physique doit être complet et méthodique, donc rechercher les signes évocateurs accessibles. Donc vous allez commencer par le goitre. Donc il y a certaines situations où le goitre est de taille importante, donc il peut comprimer votre oesophage et être à l'origine de cette dysphagie. Une déformation au niveau du rachis cervical, une cavité bucco-pharyngée, les appareils respiratoires et cardiovasculaires. Donc tout ça, vous devez le rechercher et rechercher ce qui ne va pas dans cette région. Rechercher les métastases éventuelles. Pourquoi vous allez chercher après ça? Parce que la présence de ganglions de troisier témoigne de néoplasie digestive qu'il faut chercher. Hépatique parce que vous savez bien que en cas de cirrhose, on a des varices œsophagiennes qu'on doit ligaturer jusqu'à éradication de ces varices. Et cette ligature élastique, elle va laisser en place de la fibrose. Donc, c'est plus un tube œsophagien, mais carrément un tube tubulé qui n'a pas une activité, il n'y a pas de motricité, donc il faut chercher après ça. Et apprécier le retentissement de cette dysphasie sur l'état général, une perte de poids, une asthénie, donc tout ça. Mais tout ça, il fait
à la recherche, surtout, essayer d'éliminer la présence d'une néoplasie œsophagienne. Donc, pour les examens paracliniques, je préfère qu'on soit méthodique. Donc là, j'ai mis des examens radiologiques qu'on peut faire donc s'il y a nécessité, mais l'examen de première intention, ça reste l'endoscopie digestive haute. Hein. Donc c'est lui qui va nous dire que est-ce qu'il y a eu une lésion organique ou pas dans l'œsophage. Et notre conduite à tenir va être dictée en fonction des résultats de cette endoscopie digestive haute. Si vous n'arrivez pas à traverser ou à passer dans l'œsophage, ce que vous pouvez faire, si vous avez les moyens, c'est faire une dilatation pour compléter l'examen ou bien temporiser, demander un transit variété œsophagienne pour voir est-ce qu'il y a une sténose. La sténose, elle peut être, je l'ai dit, en intra ou bien par compression en extrinsèque. Donc, premier examen, c'est l'endoscopie qui va vous permettre d'éliminer la présence d'une pathologie néoplasique. Les autres examens qu'on peut faire, la manométrie, si votre endoscopie digestive haute est normale, donc, et en fonction du caractère de votre dysphagie, on va voir les étiologies par la suite. Donc, on peut demander une manométrie œsophagienne, une bronchoscopie, un scanner thoracique, une radio du rachis cervical, scintigraphie thyroïdien, un bilan cardiaque, ORL. Là, c'est en fonction des éléments qui ont été récoltés lors de l'interrogatoire et de l'examen clinique. L'endoscopie œsophagienne, elle va vous permettre de voir la muqueuse œsophagienne et faire des biopsies s'il y a quelque chose de pathologique. Maintenant, on commence à voir les étiologies de la dysphagie. Donc, le premier, les causes, on va essayer de voir par étage. Donc, l'étage cervical, vous avez les causes infectieuses ORL, les amygdalites, les pharyngites chroniques, la diphtérie, tout ça peuvent être à l'origine d'une dysphagie haute. Maintenant, pour les causes tumorales, donc une tumeur de la base de la langue, elle peut comprimer l'œsophage supérieur, tumeur amygdalien, tumeur du pharynx, tumeur du larynx, et la tuberculose hypertrophique du larynx, tout ça peuvent être à l'origine d'une dysphagie haute. Aussi, comme cause neurologique, vous avez la sclérose latérale amyotrophique. Donc, vous voyez que chaque étiologie nécessite une enquête et des examens radiologiques, endoscopiques qu'il faut faire afin de mettre une étiquette sur cette dysphagie et proposer un schéma thérapeutique ou là, un projet thérapeutique à votre patient. Par la suite, les causes extrinsèques, la dysphagie par compression ou dysphagie périœsophagienne. Vous avez aussi la dysphagie intrinsèque ou dysphagie d'origine œsophagienne et les dysphagies fonctionnelles. On va les voir un par un. Maintenant, pour les dysphagies par compression, donc dysphagie périœsophagienne, un goitre volumineux, un cancer de la thyroïde, une thyroïdite, un abcès froid cervical, maladie de Pont, tuberculose du rachis cervical, une arthrose cervicale prononcée. Donc là, il y a des explorations. Donc vous avez une échographie, vous pouvez demander une scintigraphie thyroïdienne et des radios standards, une IRM du rachis cervical afin de mettre une étiquette sur cette dysphagie. Aussi pour les pathologies médiastinales thoraciques, donc vous voyez que chaque étage de votre œsophage peut être, on peut avoir certaines pathologies, donc tumorales dans le médiastin, donc on a le tumeur du médiastinal, la maladie de Hodgkin, le goitre plongeant quand il est plongeant, donc il comprime, les adénopathies médiastinales d'origine tuberculeuse ou bien la sarcoïdose. La compression d'origine cardiaque ou vasculaire, la dysphagie lucériale, les anévrismes d'aorte, on les voit en cas de syphilis, les péricardites de grande abondance, l'hypertrophie auriculaire gauche. Donc, vous voyez, donc on peut tout avoir, peut se manifester par cette dysphagie. Maintenant, pour la compression d'origine œsophagienne, donc vous avez des diverticules de Zenker. L'hernie hiatale par roulement, qui se voit chez le sujet jeune,
niveau hydro-aérique sous-diaphragmatique au téléthorax. Quand vous faites un TOGD poche hernière intrathoracique, et même quand on fait une endoscopie en rétrovision, on peut voir les deux poches qui sont passées à travers l'hiatus diaphragmatique. Les pathologies abdominales, un kyste hydatique du foie gauche, un cancer de la grosse tuberosité, cancer du pancréas par quel mécanisme? Donc on a les acalasies secondaires à certains cancers, et le cancer du pancréas fait partie des cancers qui peuvent donner une acalasie secondaire, surtout quand vous êtes devant un sujet âgé. Il ne faut pas s'exciter à demander une manométrie, donc vaut mieux faire l'exploration. On a un cancer d'œsophage, un cancer du pancréas, on fait un scanner thoracique. Déjà dans le bilan d'extension, il y a le TAP, le scanner thoraco-abdominopelvien, qui peut nous montrer une infiltration carrément de l'œsophage en rapport avec ce cancer du pancréas. Aussi, vous avez comme origine à cette dysphagie, donc vous avez les malformations œsophagiennes qui se voient à un âge précoce. Donc, agénésie de l'œsophage, les sténoses œsophagiennes congénitales qui se manifestent par un trouble chronique lié à une complication respiratoire précoce, ou bien une aphagie. On a aussi comme cause infectieuse, vous avez même à germe banaux, hein, donc sans tuberculose, et on peut avoir une dysphagie. La tuberculose œsophagienne, surtout dans les formes hypertrophiques et les formes ulcérées, parce que c'est ça quand vous êtes devant un processus qui est au niveau de l'œsophage. Donc quand vous faites des biopsies, il ne faut pas éliminer l'origine tuberculeuse. Vous devez faire des biopsies sur un sérum physiologique, voyons bactériaux, afin d'éliminer cette tuberculose œsophagienne qui reste rare comme localisation. Les autres virus chez les patients immunodéprimés, donc tout ça peut donner une dysphagie, rarement lors de la syphilis. Quand vous faites une endoscopie, vous allez tomber sur une œsophagite pseudomembraneuse, qu'on peut avoir aussi comme d'origine infectieuse, pas d'origine infectieuse. Donc on peut avoir l'œsophagite eosinophile. Ça, c'est une entité à part. Donc quand on a une dysphagie, on fait une fibroscopie, et on a certaines caractéristiques endoscopiques qui nous orientent vers cette eosinophilie. Donc, on fait des biopsies étagées sur l'œsophage pour éliminer cette œsophagite à eosinophilie. S'il n'y a rien par la suite, on peut aller chercher les pathologies fonctionnelles. L'œsophagite peptique, complication du reflux gastro-œsophagien. La symptomatologie à caractère postural, donc ce reflux, cette longue histoire de reflux, qui peut se voir. Donc, c'est une pathologie que personnellement j'ai constaté ça chez les enfants de bas âge. Donc, ils font un reflux qui passe inaperçu, donc ils ne se plaignent pas, donc même les parents ne sont pas alertés. Donc, à la fin, on a eu des sténoses œsophagiennes qu'on doit gérer par des dilatations et laisser la chirurgie. Des fois, on est obligé carrément d'opérer ce genre de patients. Les EPP, ils ont un intérêt pour l'œsophagite peptique, mais une fois que la dilatation est là, ils n'ont aucun intérêt à être prescrits. Voilà ce que peut donner une œsophagite peptique, carrément une sténose qui est, sténose courte. Donc, elle est là. Donc, vous voyez une dilatation en amont de cette sténose. Et c'est quoi la solution? C'est des dilatations qu'on fait grâce aux bougies de Savary. Donc là, on peut avoir d'autres sténoses, sténose courte en de Chasky. Donc, vous voyez, c'est typique sur un transit parité. Donc, on peut le voir si on fait un transit parité pour autre chose. Donc, on peut tomber sur cet anneau.
Les autres causes de cette dysphagie d'origine œsophagienne, c'est les œsophagies radiques, donc un contexte très particulier pour les patients qui ont subi une radiothérapie pour un cancer ORL. Donc, ça peut se compliquer, quoique maintenant, avec les nouveaux appareils, cette complication, on la voit de moins en moins. La maladie de Crohn, vous savez que la maladie de Crohn, elle peut toucher tout le tube digestif de la bouche à l'anus, donc on peut avoir des complications, des localisations œsophagiennes. Ça reste une localisation très rare. Les œsophagites caustiques, donc c'est rapide, hein, on peut les détecter, que ce soit l'ingestion de caustique accidentelle ou volontaire. Donc volontaire, elle fait plus de dégâts accidentels généralement. C'est des lésions qui restent la plupart des temps localisées au niveau de la sphère ORL. Hein, donc, mais quand elle est volontaire, donc vous avez fait le cours, donc vous connaissez les conséquences de cette ingestion de produits caustiques. Donc tout ça a été vu lors du cours. Donc je passe rapidement, ce n'est pas la peine de me répéter parce que vous avez le cours de l'œsophagite caustique. Donc voilà le résultat après une évolution. Surtout, il y a une question qui a été posée. Est-ce que un 3A peut cicatriser? Oui, mais au prix, il peut cicatriser, mais voilà le prix. Au prix d'un organe non fonctionnel, ça peut donner là, on le voit en cas de 3B. Donc, s'il y a certains patients qui refusent d'être opérés, surtout soit lui, soit ses proches, donc, mais le prix, voilà. Donc, vous avez une longue sténose qui prend toute l'œsophage avec une dilatation en amont. Généralement, les sténoses longues sont difficiles à prendre en charge. On ne peut pas limiter parce que le risque, là, si on s'acharne à dilater ce genre de sténose, c'est la perforation et on peut être à l'origine d'une complication plus grave, médiastinite. Donc, ce genre de patient, donc, la seule solution pour eux, c'est la chirurgie. Maintenant, pour ce qui fait vraiment peur, et c'est la hantise des endoscopistes, c'est le cancer de l'œsophage, bien sûr. Donc, surtout, sujet âgé avec la présence d'une intoxication alcoolotabagique, la dysphagie, elle est récente. Donc, elle est progressive, elle est d'abord liée au solide, semi-liquide et par la suite une aphagie complète. Elle peut être accompagnée de douleurs rétrosternales, régurgitation sanglante, sialorée, inoquée, régurgitation d'aliments digérés, bien sûr, surtout l'altération de l'état général. Parfois, on peut trouver c'est le diagnostic parce qu'une fois que votre dysphagie est installée en cas de cancer de l'œsophage, c'est quoi? Elle témoigne d'un état avancé hein, de votre cancer. Hein. Donc, on peut tomber sur un foie tumoral avec des métastases hépatiques importantes. Le ganglion troisier, il peut être là. Et bien sûr, il faut à chaque fois faire un examen ORL à la recherche de tumeurs synchrones. Bon, le transit baryté-œsophagienne, quand il est fait, donc il n'y a pas de nécessité de le faire, mais quand il est fait, il va vous donner quelques informations, le type de processus. Est-ce que le cancer de la lésion elle est bourgeonnante, elle est ulcérée ou bien infiltrante? Vous faites votre endoscopie et bien sûr des biopsies. Hein, les biopsies sont très importantes. Après cela, donc vous faites votre endoscopie, vous avez l'étude histologique, vous êtes devant un cancer. Donc il faut faire un bilan d'extension qui a été déjà bien présenté par Dr Khalfullah. Après tout ça, vous faites votre bilan d'opérabilité. Bien sûr, il faut évaluer la fonction cardiaque et la fonction respiratoire. Oui, même si le patient n'a pas de métastase, c'est un bon cas pour la chirurgie, mais est-ce que votre patient va supporter ce qu'on lui propose comme schéma thérapeutique? Et le traitement carcinologique, ça reste la chirurgie, malgré que ce cancer et chimio-radio sensible. Donc, mais pour parler de gestes carcinologiques, il faut aller enlever cette tumeur.
Voilà un aspect endoscopique d'un cancer. Donc, on le voit, c'est en lobe d'oreille. Donc, il est là, en lobe d'oreille. Donc, il y a des hypertrophies. Tout ce qui est ici, c'est une ulcération. Donc, quand on le décrit en endoscopie, on parle d'un processus ulcéro-bourgeonnant en lobe d'oreille. Donc, pratiquement, on voit qu'il prend plus de trois quarts de la circonférence œsophagienne. Donc, ça, il va évoluer rapidement vers une aphagie. Donc, tout ça va se fermer rapidement s'il n'y a pas quelque chose à proposer pour ce genre de patient. Voilà, quand on fait un transit, donc quand on le fait, hein, donc il n'y a pas d'intérêt à le faire en cas de cancer, donc une zone irrégulière, donc vous voyez un oesophage, par la suite ça devient irrégulière, avec une dilatation sous-jacente, un aspect marécageux, donc vous voyez cet aspect qui est marécageux. Voilà une autre image, donc une dilatation en amont, là c'est une sténose, donc qui sépare deux compartiments. Là, il y a une dilatation et là, vous avez un oesophage qui est normal. Une autre image avec une sténose longue et régulière, donc carrément, qui ferme carrément votre oesophage. Pour le scanner, maintenant, l'intérêt du scanner, c'est d'aller faire un bilan d'extension. Donc, on fait un scanner cervico-thoraco-abdominopelvien, surtout pour l'œsophage. Donc, ça permet de voir un épicissement qui est là, qui ferme votre œsophage. Donc, vous voyez que la lumière, elle est réduite ici. Là, vous avez la trachée et la crosse aortique qui passe ici. Donc là, on voit l'épicissement et la lumière œsophagienne qui rétrécit. Donc, pour les autres origines, on a certaines pathologies qui sont bénignes, donc surtout l'immunomium, donc c'est des pathologies bénignes, souvent asymptomatiques. On passe aussi est gênante. La sclérodermie, c'est une collagénose fréquente chez la femme, elle se voit chez la femme, un syndrome de Sirst et des signes RGO, parce que pratiquement, donc il n'y a pas de motricité, il n'y a pas, vous aurez vu des signes cliniques, c'est souvent atteinte œsophagienne. Comment on fait le diagnostic, cette pour les tumeurs bénignes, donc il y a les tumeurs bénignes de l'œsophage. Donc c'est des tumeurs qui sont rares, donc il faut dire qu'ils ne s'accourent pas les rues. Donc ce qu'on a comme la tumeur la plus fréquemment retrouvée, c'est l'épidémium. Donc souvent elle est asymptomatique. Donc on ne touche pas, donc, sauf si la dysphagie devient gênante. Donc comme cause générale de votre dysphagie, vous avez la sclérodermie. Donc, c'est une collagénose fréquente chez la femme. Donc, elle peut s'accompagner d'un RGO. Donc, les manifestations cutanées, donc, ils peuvent précéder cette dysphagie, cette atteinte œsophagienne. Et votre dysphagie, elle est d'évolution lente, elle est rarement douloureuse. Donc, le transit barytécile est fait, donc vous allez tomber sur des images de tubes de verre. Donc, carrément, la muqueuse, elle devient cartonnée. Pour faire le diagnostic, il faut aller faire des biopsies par rapport à ça. Vous avez d'autres pathologies, neuropathie alcoolique, neuropathie diabétique et les œsophagites médicamenteuses qui peuvent être à l'origine donc je vais vous montrer un tableau de différents médicaments qui peuvent être à l'origine de dysphagie et un autre tableau qui va expliquer le mécanisme et, euh, ça, c'est les médicaments à l'origine. Donc, il y a, par exemple, le diazépam, qui est un médicament qui est utilisé pour la dysphagie, qui peut être à l'origine de dysphagie. Donc, il y a différentes médicaments qui peuvent être à l'origine de dysphagie et un autre tableau qui va expliquer le mécanisme et, ça, c'est les médicaments à l'origine
de dysphagie avec deuxième tableau qui va vous expliquer le mécanisme de certains produits, quel est le mécanisme et les propriétés chimiques de ces produits. Aussi comme pathologie à l'origine de dysphagie, le syndrome Klinger-Vincent, c'est quoi? C'est une dysphagie qui est associée à une anémie sidérurgique. C'est une lésion précancéreuse, il faut surveiller régulièrement. C'est un traitement martial, hein, donc traitement martial avec une surveillance endoscopique. Vous avez aussi l'anneau de Tcharsky, qui a déjà montré une image de cette légère. Donc, tout gestion de risque secondaire, certains patients ont enlevé un dent, on ne connaît pas comment il a tout vu de Zinker. Donc, des verticules Zinker peut donner une dysphagie. Donc, c'est une hernie dans l'muqueuse à travers une zone de faiblesse musculaire qui est au-dessus de muscle créco-pharyngé. Donc, on peut avoir cette dysphagie. Donc, c'est une pathologie qui prédomine chez l'homme de plus de 60 ans avec une dysphagie qui est capricieuse, hein. Et parfois, l'examen physique, quand la hernie est très importante, on peut avoir carrément une fissure latérocérvicale gauche sus-claviculaire qui apparaît quand le patient commence à manger. Donc voilà une image d'un transit de varité, d'un diverticule de Zinker. Une deuxième image, donc vous le voyez bien ici. Maintenant, on passe au chapitre des troubles fonctionnels. Donc, l'achalasie, c'est le premier diagnostic à évoquer en cas de quand vous éliminez un problème organique. Donc, la pathologie fonctionnelle qui est là, c'est vous avez l'achalasie cardiaque. Donc, comme caractère sémiologique, vous avez une dysphagie qui est capricieuse, elle n'est pas douloureuse, elle peut être paradoxale et elle peut s'accompagner de douleurs thoraciques au début. Donc, si vous faites un transit varité, donc vous allez avoir une dilatation du corps de l'œsophage avec un rétrécissement en queue de radé ou bien en bec d'oiseau au niveau de la portion terminale de votre œsophage, et, ou bien carrément dans les stades tardifs, un aspect en chaussette. Donc, on le voit très bien, cet aspect en chaussette. Et si vous faites votre endoscopie, donc surtout quand la pathologie est plus ou moins avancée dans le temps, un œsophage qui est dilaté, qui est atone, il perd la motricité œsophagienne et quand on pousse l'endoscope pour essayer de passer dans l'estomac, on sent un obstacle et en poussant, on ressent un ressaut. Donc, il faut juste faire au petit cancer du cardiaque, donc qu'il faut vraiment chercher. Et pour la chalasie aussi, faites attention aux acalasies secondaires. Pathologie plastique qui sont ailleurs que dans nos orophages. Le diagnostic repose sur la manométrie
euh, qui reste un examen clé au diagnostic, un aspect en chaussette. Donc, vous voyez cette dilatation qui est importante avec ce rétrécissement, donc en bec à oiseau, en bec d'oiseau. Donc, voilà. Et généralement, vous allez tomber sur les stades alimentaires parce que l'œsophage a dû carrément s'amplifier. Voilà l'aspect en bec de oiseau. Un arbre décisionnel, donc calasie, dilatation, toxine botulique, vous pouvez proposer tout ça. En dilatation, on peut mettre un traitement médical. Pour la toxine botulique, il faut éliminer toutes les contre-indications. Donc, dilatation, c'est échec, chirurgie. Et même si dilatation, on peut proposer toxine botulique, surtout pour les patients qui ont fait pour l'onologie fonctionnelle, vous avez les maladies de l'œsophage. Donc, c'est une douleur rétrosternale. Là, il faut faire un ECG pour ne pas passer à côté d'un problème cardiaque. Donc, une douleur rétrosternale associée à une dysphagie, un examen qui est normal. Si vous faites votre transit de l'œsophage, vous allez avoir un aspect en tire-bouchon, un aspect de perle. L'endoscopie, là, elle est plus utile. Et la manométrie, c'est la manométrie œsophagienne qui redresse le diagnostic et vous allez avoir des contractions œsophagiennes et de durée très importantes. Donc, c'est ça qui est à l'origine de la douleur. Là, j'ai terminé. J'espère que maintenant, le problème est réglé. Comme conclusion, la dysphagie est un symptôme qu'on voit, je ne dérive pas fréquemment en gastro, mais il est là pour certaines pathologies. Les étiologies sont diverses, donc ça nécessite une panoplie d'expressions pour essayer de mettre une étiquette sur cette dysphagie, et ça passe par un interrogatoire soigneux, un examen physique complet et une batterie d'examens. Et le premier examen à proposer, c'est une endoscopie. Le point le plus important, notre hantise, c'est surtout de passer à côté d'un cancer d'œsophage ou bien de faire le diagnostic tardif d'un cancer d'œsophage. Donc, j'espère que maintenant, tout le monde a pu écouter et voir les plaques. Qu'est-ce que tu en penses, Karim? Merci, Jamal. Mais il y a eu beaucoup de coupures que chez toi. Moi, j'ai oui, une oui. meilleure connexion de chez moi. Eh oui. Donc, ça se coupe. Tu ne te rends pas compte. Mais nous, on ne t'entend pas par moment. Par moment. Bon, j'ai des questions quand même. Hein. Je ne sais pas si. Moi, je vais essayer de répondre. Bon, on te demande l'aspect en chaussette et bec d'oiseau. Et je pense qu'ils ont vu déjà des radios là. Bon, ça, c'est l'aspect de transit parité quand il est fait. Maintenant, pour l'aspect en chaussette, je l'ai dit, l'aspect en chaussette, on le voit à un stade avancé de la pathologie. Hein. C'est pas, on ne le voit pas quand le diagnostic est fait précocement. Donc, et le bec d'oiseau, ça, c'est là parce que vous avez une hypertonie au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. Et le produit passe difficilement. Donc, c'est pour ça qu'on a cet aspect sur le transit parité. Mais j'ai déjà dit que si vous faites, donc il n'y a pas de nécessité de faire un transit, si on le fait pour un intérêt scientifique, mais il ne rapporterait rien pour le malade, il ne changera rien dans la décision thérapeutique de votre patient. D'accord. Pourquoi il n'y a pas de poche à Pourquoi? air gastrique? Oui. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de poche à air gastrique lors de l'achalasie? Si c'est fait
fermé au niveau du cardia, il n'y a pas passage d'air. Donc, du coup, on n'a Oui, pas oui, touché mais à l'intestin. oui, je l'ai dit. Donc, comment il se... Non, là, il faut poser des questions qui ont un intérêt pour la dysphagie. Le transit baryté, on ne le fait pas pour le diagnostic. Il ne rapporte rien pour le diagnostic. Donc, vous faites pour une dysphagie, vous faites une endoscopie. Maintenant, si votre endoscopie haute est normale, vous allez suspecter, je l'ai dit, l'œsophagite à eosinophilée, vous faites vos biopsies et vous faites votre exploration fonctionnelle. Donc, s'il n'y a pas quelque chose d'organique, que ce soit en intrinsèque ou en extrinsèque, à ce moment-là, c'est la pathologie fonctionnelle. Donc, le transit baryqué de l'œsophage ne constitue pas un élément de diagnostic important pour votre patient. Et donc, Donc, essayez. ce que tu préconises, si j'ai un malade qui a une dysphagie, bien évidemment, j'ai bien compris, j'ai bien suivi que je dois penser à une pathologie organique, notamment le cancer de l'œsophage. Je fais une endoscopie digestive haute, il n'y a pas de cancer de l'œsophage. Je fais des biopsies systématiques de l'œsophage à la recherche de cette fameuse œsophagite à éosinophile. C'est bien ça? Oui. D'accord, très bien. Donc, j'ai bien compris. On te demande dysphagie capricieuse, dysphagie paradoxale. Là que j'entends pas, je vais essayer de. Je peux répondre, Jamel. Tu m'entends là? Bon, mais ça se coupe, hein, donc Ça j'ai se un problème coupe. de connexion. D'accord. Hmm. Dysphagie capricieuse, ça veut dire qu'elle va évoluer à bas bruit. Dans la dysphagie organique, ça va se fermer doucement, ça va s'aggraver pour les solides, puis ça va aboutir à la phagie. Paradoxal, le paradoxe, c'est qu'une dysphagie, ça va intéresser les liquides et non pas les produits solides. C'est typiquement dans la Que les calasie. solides, c'est ça Voilà. paradoxal. Ah, là, tu as entendu, là. Oui, D'accord. c'est ça une Paradoxal. dysphagie paradoxale. On t'a demandé c'est quoi la dysphagie paradoxale. Non, c'est ça. D'ailleurs, quelqu'un quand on réfléchit, pourquoi ça laisse pas passer un liquide alors que le liquide passe facilement. Et pour cela, c'est des caractéristiques sémiologiques de la dysphagie fonctionnelle, hein, c'est tout. Hein. Donc, s'il vous plaît, la dysphagie causée par le cancer, elle est due à une dysphagie. Non, c'est une infiltration de plexus néoplasique, c'est une infiltration néoplasique, elle n'est pas fonctionnelle. Hein. Donc la dysphagie, la chalasie secondaire, elle est liée Ah, à une infiltration néoplasique. Dans le oui, ça, c'est cadre important. d'une dysphagie, voire une aphagie, le fait de soumettre le patient à un théogénie ne risque pas de faire un effet de remplissage. Il n'y a aucun intérêt. Maintenant, ça y est, on oublie cette histoire de transit baryté. Hein, d'accord. Donc, quand on fait quelque chose, c'est dans l'intérêt de proposer quelque chose au malade. Maintenant, je l'ai dit, à chaque fois quand je vais parler de transit baryté, je l'ai dit, j'ai répété la phrase, s'il a été fait. Donc là, on le fait pour un intérêt scientifique seulement. Hein, donc, il n'apporte rien comme élément palpable au diagnostic. Premier Donc, diagnostic à dysphagie évoquer causée. devant une dysphagie, un cancer ou une achalasie. Bien sûr, quand tu as une dysphagie, on l'a dit, quand tu as une dysphagie, tu as peur de passer à côté d'un cancer de l'œsophage. L'achalasie, malgré qu'elle pose des problèmes pour l'alimentation, mais c'est le cancer qui fait peur, ce n'est pas l'achalasie. Dysphagie causée par cancer du pancréas ou cancer du foie, est-ce qu'elle est fonctionnelle ou par compression? C'est une infiltration néoplasique. C'est une infiltration des C'est une. cellules tumorales par le Oui, versant séreux. Enfin, le versant séreux. oui. Par l'adventice, il n'y a pas de séreuse dans l'œsophage. Par le versant externe. C'est pour ça, en endoscopie, on ne voit Il y a rien une en muqueuse. On a infiltration. répété 3 fois, c'est tumoral. C'est l'infiltration des cellules tumorales par l'extérieur. Hmm. C'est pas en intra, c'est pas en intra, on est en intrinsèque, c'est en extrinsèque. Donc l'infiltration, elle est à l'extérieur. Tu fais une endoscopie, tu vas tomber sur une muqueuse qui est normale. Hein. Mhm.
On traite comment une œsophagite à eosinophile, des corticoïdes ou on ajoute des IPP? Ça, c'est un spectateur anonyme qui connaît déjà le traitement. Là. Eh oui, Vous avez déjà donné la réponse, c'est les IPP ou les corticoïdes inhalés s'il y a échec. Donc, ça, il a répondu à sa question, finalement. c'est sa question. Oui. Ah, l'achalasie est un état précancéreux. Eh oui, donc c'est un état, non, pas un état précancéreux. On ne peut pas parler d'un état, il faut surveiller cette achalasie. Hein, donc, pourquoi? Parce que si vous faites des dilatations à répétition, donc le patient, quand il a une achalasie, le traitement c'est quoi? C'est les dilatations à répétition, c'est les dilatations à long terme qui peuvent être à l'origine de mutations et de cancers. C'est comme les sténoses caustiques aussi. Hein. Les aliments diverticules de vainqueur. Oui, il a bien expliqué. C'est la poche, c'est les aliments qui vont coincer dans Qui la vont poche. dans la poche. Par ordre de fréquence, quelles sont les causes principales du... Bon, on va te donner deux réponses. On va te donner deux étiologies, malgré que j'ai essayé d'énumérer toutes les étiologies sur les diapos. Mais sincèrement, quand j'ai quelqu'un devant moi qui a une dysphagie, j'ai surtout peur de passer à côté d'un cancer. Hein. Donc les autres causes bénignes, fonctionnelles, ne posent pas généralement de problème. Donc c'est Donc surtout... finalement, Jamel, dysphagie égale cancer jusqu'à preuve du contraire. La preuve du Exactement, contraire, c'est un exactement, examen endoscopique bien fait. exactement, exactement. Tu as insisté plusieurs fois et je suis tout à fait d'accord. Ce que tu vois, bon, ni vu, ni entendu, ni... Tu Désolé vois, pour hein, les coupures, hein, ça ne dépend pas de ma volonté. J'ai essayé de partager mon Wi-Fi. à Lyon, ça a commencé mal, là, ça a fini mal. Hein. Eh oui, Aujourd'hui, c'est la faute à Abdou Boussaf. Hein, donc, à Lyon, à Lyon, hein. il faut lui tirer les oreilles parce qu'il ne répond pas au téléphone. À Lyon, à Lyon, hein. Eh oui, eh oui. Bon, ça va. Non, en tous les cas, Et là, l'examen. on est disposé à répondre à leurs questions, donc via leur page Facebook ou bien. Hein, donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça ne pose pas de problème. Et l'examen, ça a été. Faites des commentaires là. Faites des commentaires que je vois un peu. 20 Moi, minutes, 20 questions. moi, j'ai pas assisté, hein, donc Ah oui, je l'ai fait en cachette. ben, tu as un avertissement, Emma. Ah oui, je l'ai fait en cachette. J'ai demandé 20 questions, 20. Ah, il y a déjà. Est-ce qu'on dilate ou on met un stent pour garder l'œsophage ouvert? Ça dépend, hein, c'est très ouvert votre question. Bon, des fois, quand on n'a pas le choix, quand il n'y a rien à proposer à votre patient, s'il est aphagique, ça, quand il n'y a pas de traitement carcinologique ou bien il n'y a pas de traitement à lui proposer, il y en a en aphagique. Donc, il y a plusieurs, on peut faire plein de choses hein, sur le plan pour améliorer la qualité de vie de votre patient. Les chirurgiens, ils peuvent proposer une jéjunostomie d'alimentation. Nous, ce qu'on peut faire en gastro, on peut placer une prothèse, donc une prothèse auto-expansible non couverte, donc qui permet d'ouvrir l'œsophage et permettre aux patients de manger. Quand on a un passage et on n'a pas cette prothèse œsophagienne, bien sûr, on donne une atteinte du cardia, on peut mettre une gastrostomie. Ça, c'est une solution. C'est des solutions palliatives qui peuvent améliorer la qualité de vie de votre patient. Hein. Donc, on peut proposer quelque chose. Docteur Layada peut vous parler aussi du plasma argon. On fait un forage.
Donc on peut le faire un forage, détruire la partie qui ferme l'œsophage, mais c'est un geste, bon, la prolifération néoplasique, elle est toujours là, donc on le fait, ça se ferme. C'est pas une solution définitive. Ouais. Donc on le Là, fait on a des deux fois pour idées. faire passer une prothèse œsophagienne, on le fait des fois pour placer une gastrostomie. Donc ça dépend, mais ça reste dans le palliatif et surtout pour améliorer les conditions de vie du patient. On parle d'œsophagite médicamenteuse, principaux médicaments en cause. Si tu veux répondre, donne l'impression de ma petite expérience là-dessus. Oui, oui, vas-y, Karim, vas-y. Alors, chose à ne jamais faire, les premiers médicaments catastrophiques qui peuvent donner des lésions œsophagiennes, ça peut même aboutir à une perforation, c'est les anti-inflammatoires pris en position couchée. Et sur le plan, si on veut rester classique, des antibiotiques, c'est les cyclines, les antispasmodiques, c'est le dicétène. Moi, j'en ai jamais vu. Mais par contre, les anti-inflammatoires, j'en ai vu. En Position position couchée, oui. couchée, Donc, c'est pour ça. Jamais prendre de médicaments en position couchée. Ça, c'est une règle. il y a aussi des accidents opérant rotation. Ah, ça, j'en ai parlé dans les caustiques. J'en ai Donc, parlé. Comme on utilise la visée antiseptique, on le dilue dans de l'eau. Et si on n'explique pas au patient comment prendre le médicament pour lui décomprimer, donc ça s'avale. Et là, ça peut donner une belle catastrophe. c'est D'accord. l'histoire des suppôts aussi. Hein, donc, Oui, oui. Ça, c'est eh des oui, tu très en as bons. eu des cas pareils. Hein, donc, quelqu'un qui Ah prend un ben suppôt, oui. il l'avale avec de l'eau. Donc, on a eu des cas pareils. Et le sujet, c'était difficile, facile, c'était comment? Comme ça que Zola va voir votre réaction. Non, ils répondent pas. Là, ils sont fatigués. C'était abordable, très facile. Moyen, bon, ça va. Mhm. Donc, L'onde péristatique primaire, bien sûr qu'elle est physiologique. L'onde péristatique primaire, elle est déclenchée par la le bol. déglutition. Elle prend naissance dans le sphincter supérieur de l'œsophage et elle est pulsive. C'est-à-dire que son but, c'est de faire progresser le bol alimentaire jusqu'à l'estomac. Et c'est une onde, bien évidemment, physiologique. D'accord? Je pense qu'on a fait le tour de la question. Hein. Eh oui.